16h-18h, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Il fut encensé quand d'autres trouvaient son œuvre trop dispersée. Il faut dire qu'il s'est lui-même amusé à brouiller les pistes. Poète, peintre, dramaturge, cinéaste, il a varié les arts et les plaisirs. L'auteur de La Belle et la Bête a aussi été voir ailleurs. Je vous raconte maintenant un homme de lettres parti en Égypte en espérant découvrir sa vision antique, Jean Cocteau. Nous sommes le 7 mars 1949 et une agitation toute particulière règne dans le hall de l'aérogare Air France des Invalides à Paris. Une foule de journalistes et de badauds se presse sur l'un des quais. Ils sont venus dire au revoir à des passagers un peu particuliers que des célébrités. À la fenêtre du train, ces voyageurs VIP, tout sourire, rendent à tout ce petit monde leur signe de la main. Les visages sont familiers de tous, un surtout, celui beau à se damner du jeune Jean Marais. Il y a aussi celui tout aussi charmant de l'actrice André Debar et derrière, celui célèbre aussi de leur metteur en scène Jean Cocteau, artiste mondain et touche-à-tout, poète, écrivain, auteur de théâtre et réalisateur. Il y a 2 ans, il a offert à Jean Marais, son amant à la ville, l'un de ses plus grands rôles à l'écran, celui de la Bête dans La Belle et la Bête, triomphe et chef-d'œuvre récompensé. Le train les conduit à l'aéroport. Une fois là-bas, un avion en direction l'Égypte attend le réalisateur, désormais soixantenaire, et sa famille d'acteurs, comme il les appelle. Il y a aussi Yvonne Debray, Gabriel Dorzia, Édouard Dermite. L'ambassade de France en Égypte leur a proposé une tournée théâtrale de 3 mois à travers le bassin méditerranéen. Premières étapes, Alexandrie, puis le Caire, puis enfin ce sera le Liban, la Turquie et la Grèce. Sur les clichés pris ce jour-là par les journalistes, Jean Cocteau a quelque chose de triste dans le regard. S'il a accepté cette tournée, c'est pour une raison bien particulière. Il veut fuir Paris. Cette ville qui lui rappelle trop le collaborateur et ami qu'il vient de perdre, le décorateur Christian Bérard, mort subitement lors d'une répétition. Dans ses bagages, Cocteau a emporté un peu de son ami, le décor que celui-ci a fait pour lui, pour sa pièce, La Machine infernale. Ce voyage, il l'espère, va aider à apaiser la terrible dépression dans laquelle il est en train de sombrer. La mort a une fois de trop frappé ceux qui lui sont chers, comme son jeune ami Raymond Radiguet, écrivain de génie mort à l'âge de 20 ans. Comme le poète et romancier Max Jacob, compère de longue date, mort au camp d'internement de Drancy en 1944. Ce nouveau coup du sort, il ne le supporte pas. Il se sent lui-même à moitié mort, comme il l'écrit dans le journal de voyage qu'il a décidé de tenir en Orient. Une œuvre peu connue et qui sera publiée l'année suivante sous le titre de Mahalèche. La destination de ce voyage thérapie, il ne l'a pas choisi par hasard. L'Égypte, ce pays en forme de dalle funéraire sur la carte, comme il le dit, est pour lui intimement associé à la mort. Ces vestiges antiques ne sont-ils pas pour beaucoup des tombeaux ? Prenez les pyramides de Gizeh. La mort, écrit-il, est l'industrie principale de l'Égypte. Alors peut-être y trouvera-t-il des réponses ? Peut-être pourra-t-il y faire la paix avec la grande faucheuse ? Comme beaucoup d'enfants nés dans des milieux cultivés au tournant du XXe siècle, Jean Cocteau est depuis toujours fasciné par l'Égypte, ce pays des pharaons et son imaginaire envoûtant qui nourrit alors tant la culture française. Cette fascination, il a déjà eu l'occasion de la nourrir, voilà 13 ans lors d'un premier voyage, au début du mois d'avril 1936. Oh, pas bien longtemps, 4 jours seulement. 4 jours calés au début d'un périple autour du monde pour le compte du journal Paris Soir. Un périple sur les traces du personnage de Jules Verne, Phileas Fogg. À l'époque, il avait visité certains des grands sites de l'Égypte antique. Gizeh, ses pyramides et son sphinx, et Luxor, bien sûr. Le 9 mars 1949, lorsqu'il atterrit à l'aéroport d'Héliopolis pour ce second voyage en terre égyptienne, il a bien l'intention de retourner les voir, ces sites qu'il avait tant marqués la première fois, notamment Luxor, son temple de Karnak, et juste en face, de l'autre côté du Nil, la vallée des rois. Cette terre sacrée où les pharaons dorment d'une interminable sieste, les yeux grands ouverts. Il veut aussi rendre une visite au sphinx de Gizeh qui le fascine peut-être plus encore. Quelle halte étrange, écrit-il dans son journal. Les 3 rois ont dressé leur tente de pierre, tendue aux 4 coins, de la base jusqu'à la pointe. Ils dorment. Leur chien veille. C'est le sphinx. Il y a autre chose qui obsède Cocteau en Égypte, quelque chose de beaucoup plus contemporain, quelque chose qu'il avait touché du doigt déjà lors de son premier séjour et qui le choque une nouvelle fois.
l'Égypte moderne, bien loin de ses fantasmes antiques. C'est un pays à deux vitesses, où se côtoie un monde d'une opulence insolente et d'une pauvreté extrême. Certes, lui qui passe son temps dans les soirées mondaines du Caire et d'Alexandrie ne voit cette misère que de très loin, mais il l'avait bien côtoyée la première fois. Et vue depuis les hautes sphères de l'intelligentsia, elle semble plus indécente encore. Dans son journal, il écrit « Il arrive que le peuple du Caire m'écrase le cœur, tant de haillons, tant de contrastes atroces entre la richesse des véhicules et le va-nu-pied. » Jean Cocteau, poète par-dessus tout, y perçoit toutefois quelque chose de presque sublime. « Je me console, note-t-il, en constatant que cette détresse n'en est pas une comme elle le serait en France. Il y a quelque chose de facile, de détendu, quelque chose en quelque sorte de fastueux. » Ces notes et bien d'autres dans son journal lui seront violemment reprochées lors de leur publication en 1950. L'ouvrage, Mahalech, sera même interdit de publication en Égypte. Il l'est encore d'ailleurs. Le roi Farouk, lui reprochant d'avoir coûté une fortune au pays en dissuadant par son texte certains touristes de venir. En France aussi, ce tableau finalement très noir qu'il peint de l'Égypte contemporaine suscite l'ire des intellectuels égyptophiles. L'écrivain René Etiamble y consacre même un article extrêmement virulent dans la revue Les Temps modernes, fustigeant, je cite, « les lieux communs et absurdités qu'il profère sur l'Égypte pharaonique et sa désinvolture choquante de privilégiés. » Or, rien de bien nouveau pour Jean Cocteau, habitué depuis longtemps à la critique. Depuis toujours, il est une figure controversée. Pour son homosexualité ouvertement affichée, bien sûr, pour son addiction à l'opium, son style très avant-gardiste et sa manie de toucher à tout aussi. Quoi que l'on puisse en penser, cette vision que nous offre Cocteau de l'Égypte est fascinante, ne serait-ce que pour la fenêtre qu'elle nous ouvre sur son génie poétique. Mais a-t-il trouvé en Égypte la paix qu'il cherchait au sujet de la mort ? Les circonstances de sa propre mort semblent hélas indiquer le contraire. Car Jean Cocteau meurt le 11 octobre 1963, soit le lendemain du décès d'Édith Piaf, une amie très chère et dont la perte a constitué peut-être celle de trop. On n'a pas dans le cœur